Je suis installé en tant qu'agriculteur sur la ferme des Petits Chapelets, la ferme familiale du côté de mon père, depuis un peu plus de 20 ans, parce que c'était le 1er avril 98. Quand mes parents se sont rencontrés dans le bassin rennais, c'était des fermes laitières qui étaient diversifiées. On faisait du beurre avec le lait, on élevait des cochons avec le petit lait, il y avait des pommiers dans les champs, on faisait du cidre. Et puis des pommes à couteau, et tous ces produits étaient vendus en direct dans la ville de Rennes. Eux, ils ont connu l'évolution de l'après-guerre de l'agriculture qui s'est spécialisée. Dans les années 80-90, c'était devenu une ferme uniquement laitière, qui avait augmenté sa production de lait et qui s'était mécanisée, donc ça a entraîné tout l'arrachement de tous les pommiers de la ferme. Je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. La réflexion par rapport à l'installation, qui n'était pas quelque chose qui était inné chez moi, parce que je baignais dans la marmite de l'agriculture depuis tout petit, et à la fois j'étais pas du tout dans les milieux agricoles, mes parents étaient plutôt dans les milieux alternatifs. Et le jour où mes frères et sœurs sont partis, une danseuse à New York, costumière à Londres, une autre à Paris, mon frère prof de sport, et que mon père approchait de la retraite, la question s'est posée, et je ne me la suis jamais posée avant d'avoir 23 ans, de savoir qui allait reprendre la ferme. Donc on m'a dit, bah, c'est toi. Reprendre la ferme me semblait une évidence, parce que on n'abandonnait pas quelque chose qui était de l'ordre de la famille, qu'il fallait que quelqu'un reprenne. Donc voilà, j'ai fait ça plus par évidence que par conviction. J'ai repris des études agricoles, parce que j'avais des études plutôt scientifiques et économiques. Avec la fibre écologique et 1996, où on avait de la crise de la vache folle, l'orientation de passer en bio me semblait une évidence. Le jour où je me suis retrouvé agriculteur à la tête d'une exploitation importante, ça a été un choc. J'étais en bio, c'était bien, mais je me suis retrouvé d'un seul coup coupé complètement de tout le tissu social. Les copains, il n'y avait plus de week-end, parce qu'on travaille quand même beaucoup plus dur dans une ferme que dans un milieu salarié ou étudiant comme j'étais avant. Et puis aussi, il y avait la responsabilité du poids des investissements, parce que dans des fermes qui étaient devenues un petit peu industrielles, il y avait quand même des centaines de milliers d'euros d'investissement. Et puis aussi la charge moins directe, mais tout aussi prégnante de l'historique du devoir, et du coup de ma place dans cette filiation et du poids que ça faisait peser sur mes épaules. Et cette prise de conscience m'a fait dire c'est pas possible que je fasse ce métier-là, c'est trop lourd pour moi, je ne vais pas y arriver, j'ai besoin d'autre chose que de travailler tout seul comme un forcené dans la ferme. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de m'ouvrir à autre chose. Et donc toutes les décisions que j'ai prises depuis on va dire les 2-3 premières années d'installation à aujourd'hui ont été un peu conditionnées par ces états-là. Et donc un des premiers axes pour à la fois augmenter la productivité de la ferme et puis amener de la diversité et du lien social, c'était de créer des nouvelles activités. Donc les nouvelles activités, ça commençait par tout basiquement d'arrêter de cultiver des céréales pour alimenter les animaux. Donc ça a été les premiers blés panifiables. L'année suivante, on a acheté un moulin. Donc on a fait de la farine sur la ferme et puis on a monté une petite boulangerie qui a amené à embaucher un boulanger, puis deux, on est jusqu'à 3 boulangers à la ferme. Je m'appelle Thomas, je suis ici depuis 2 ans maintenant et ça fait également 2 ans que j'ai passé mon CAP en boulangerie dans le cadre d'une reconversion adulte. Je suis venu moi au pain parce qu'en fait je suis sorti très tôt du milieu scolaire en fait, avant ma terminale. J'ai dû très vite chercher du travail. J'ai fait diverses expériences comme imprimeur, comme vendeur, comme voilà, et j'ai fait mon apprentissage dans une boulangerie classique. Pendant le CAP, j'ai pu voir toutes les variétés de produits et la façon de faire en fait. Parce que nous on fait à la main toutes les opérations, ils le faisaient à la machine. On a une diviseuse qui coupe la pâte en morceaux, on met un repose-pâton qui une balancière qui tourne. On a juste à revenir reprendre les pâtons, les passer dans une façonneuse, les mettre sur couche et après ça part au four. Donc on touche vraiment que très peu la pâte, mais en même temps on envoie 200-300 kg de pain tous les jours. Ils font des baguettes, par exemple, un produit qu'on ne fait pas ici. Ils font des viennoiseries, c'est un produit qu'on ne fait pas ici. Les sacs de mélange tout prêt qu'on voit arriver, avec toutes les doses, les additifs, et il n'y a plus qu'à verser, mettre l'eau, on a du pain. Je me suis dit que ce n'était pas vraiment le modèle que je recherchais. C'était difficilement viable, il faut vite en venir à des gros volumes, une grosse masse salariale pour pouvoir en vivre correctement. Et après avoir passé mon CAP, j'avoue, je ne savais pas ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'être mon propre patron d'un côté. C'est vrai qu'il y avait une grande
contraintes aussi en boulangerie classique au niveau des horaires, des charges de travail. Et c'est vrai que 2 mois après avoir fini mon CAP, j'ai vu une annonce dans l'Ouest France où ils cherchaient ici quelqu'un, un boulanger. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure et voilà, donc depuis le mois d'octobre l'année dernière, il m'a proposé de reprendre le fournil à mon compte. J'ai donc ma structure, je suis installé en entreprise individuelle, donc en artisanat, parce que comme je n'avais pas de diplôme agricole, je ne pouvais pas prétendre à être un paysan boulanger. Donc je préférais justement que Gilles me fournisse pour toute la partie farine d'un autre côté, pour avoir aussi une production locale, mais maîtrisée, parce que c'est quelque chose qu'il fait depuis plusieurs années et il a un vrai savoir-faire. Puis depuis, ça fonctionne très bien comme ça. On est sur la même longueur d'onde, c'est des rapports simples, mais on a la même vision de l'activité et de ce qu'on veut faire. La diversification a continué aussi avec l'installation d'une jeune en maraîchage. Le maraîchage profitait de l'élevage pour avoir du compost et du fumier pour conduire ces cultures. Aussi d'avoir le matériel qui était présent sur la ferme pour mutualiser des moyens, à la fois des moyens humains puis des moyens matériels. L'activité de production laitière générait du lactosérum en sous-produit, ce qui nous a permis aussi de monter un petit élevage de porc. Les cochons ne sont pas difficiles, ils consomment tout. Le lactosérum issu de la transformation fourragère, les sons issus de la meunerie, les déchets de légumes, éventuellement les déchets de pain, un levain qui a mal tourné. Et donc voilà, cette diversification, c'était un peu la réponse aux questions que je me posais, à la fois de diversification, à la fois de productivité, le mixage de personnes différentes et du coup de liens sociaux. Il y a aussi le magasin, donc en travaillant avec le magasin, on amène aussi des gens, il y a des enfants qui viennent sur la ferme. On travaille aussi avec des AMAP, donc c'était des échanges variés dans tous les sens. Et donc à un moment où, comme il y avait beaucoup d'activités, ça devenait un petit peu lourd. Et ma position dans la ferme, elle n'était pas neutre. En fait, le fait que j'étais un peu l'héritier de la famille, de façon inconsciente, ça me mettait un peu en position de chef au sein d'une structure sociétaire qui était une ARL. Donc c'est purement, d'en prendre conscience, puis deux, d'acter les choses et de se dire, je vais garder une part de la responsabilité dans le travail de l'exploitation et je vais lâcher des responsabilités. Et à partir du moment où j'en ai pris conscience que quelque part il y avait ce poids de l'histoire de la famille, ça a fait éclater la bulle, et ça m'a vraiment libéré. Donc je garde l'activité de production laitière en responsabilité, avec un associé, peut-être 1 ou 2 salariés. Et après, les autres activités sont aussi des unités à la fois sociales et économiques indépendantes, dans lesquelles d'anciens salariés ont racheté le matériel, payé une location raisonnable, la plus basse possible, que l'aspect capitalistique de l'entreprise soit pas quelque chose de pesant pour eux. On a une structure qui est propriétaire du fonds et des bâtiments, donc ça crée une unité, et cette structure-là, j'espère pouvoir me demander de lâcher rapidement, la partager avec un grand nombre de personnes, même si je peux aussi en garder des parts. Ce fonctionnement, en fait, à la fois moi, il m'a libéré du poids de l'histoire familiale, et puis il nous libère tous du poids de l'aspect capitalistique d'une entreprise. De devoir pendant 10, 20 ou 30 ans acheter du capital assez cher pour passer la moitié de sa vie à rembourser le capital, c'est un effort, une responsabilité qui est franchement épanouissante dans la vie d'un homme. Par contre, pouvoir se dire, le capital est là, il existe, on en a besoin. Il ne va pas peser pendant 20 ou 30 ans, on va payer une petite location, et puis quand on la passera à la génération suivante ou en cours de carrière, un autre pourra prendre notre place de façon beaucoup plus simple, c'est-à-dire on pourra lâcher de façon beaucoup plus simple notre activité parce qu'on n'a pas cet attachement capitalistique. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut profiter de la rentabilité de son activité de façon plus complète et immédiate. On est tous maîtres de notre activité, mais après on sait qu'on vit les uns à côté des autres et aussi en interdépendance les uns avec les autres justement. J'ai quand même l'impression de faire partie d'un collectif en fait. Mais ça se voit à tous les points de vue, dès qu'on a besoin d'un coup de main, tout le monde vient s'aider, dès qu'on a besoin d'une matière première, on est toujours prêt à s'échanger. Par exemple, ce midi, on a un repas, comme on fait tous les débuts de mois, pour justement tous se retrouver, voire aussi discuter entre nous de nos activités. Moi, j'avais soumis l'idée, par exemple, de passer des fois une journée dans l'atelier de l'autre pour mieux se comprendre et mieux connaître l'activité de l'autre aussi. Moi, dans mon activité, c'est avec Gilles que j'ai de l'interdépendance au niveau des matières. Le magasin au niveau de la vente, le maraîchage, quand elle a des betteraves à cuire, c'est moi qui viens le matin lui mettre à cuire à 5h, comme ça à 9h, elle sait que ses betteraves sont cuites. Du coup, on mutualise aussi un peu le four pour tout ce qui est grosse cuisson. Le mercredi, j'ai une grosse journée, elle va me livrer mon pain à la MAP.
Quand je vais dans les AMAP et que je me fais complimenter sur mon pain par des AMAPiens qui me disent qu'ils trouvent ça vraiment très bon, ou que, moi voilà, ma reconnaissance elle est là. Je vais essayer de faire des journées découvertes où ils viennent faire du pain avec moi. Et il y a un fort lien entre le producteur et le consommateur. J'ai 4 AMAP autour d'ici et ça représente à peu près 33% de mon chiffre d'affaires. Et le reste, c'est entre le magasin, le marché du Mail François Mitterrand, qui passe par le magasin pour l'instant. J'ai également la restauration collective avec des collèges et une cuisine centrale à Bruges qui me prend du pain également. Là, c'est à peu près 15% de mon chiffre d'affaires, mais en augmentation. Pour nos enfants, oui, il faut que ça se développe, c'est même sûr. Mais du coup, j'ai essayé de créer un petit peu un réseau avec d'autres paysans boulangers pour qu'on alterne les jours de production et qu'on puisse continuer à fournir l'école tous les jours, même s'il y a 3 fournils qui fournissent au final l'école. Il faut aussi que les pouvoirs politiques, eux, soient les premiers concernés pour que les cuisines puissent faire du bio. Nous, producteurs, on ne demande que ça, de marcher avec des cantines, parce que c'est très important aussi, la nourriture des enfants. Et pour avoir grandi avec la Sodexo, honnêtement, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit souvent des gens juste se promener sur la ferme, juste venir sentir l'ambiance de la ferme. Et je trouve même ça bien, parce que souvent on a l'impression que les fermes sont ouvertes, mais très fermées, en fait, que c'est la ferme du paysan et personne ne rentre. C'est vrai qu'ici, c'est la première fois que je sens cette ouverture sur le monde. Et c'est vraiment très rafraîchissant pour quelqu'un qui vient du monde du travail conventionnel. Même de l'usine, tout ça, c'est vrai que ça change du tout au tout. Et maintenant, je pense que je ne pourrais plus retourner en arrière. Aujourd'hui, les projets vont se tourner davantage vers tout ce qui est éducation à l'environnement. On travaille avec une association qui fait de l'éducation à l'environnement et une exploitation leur sert de support. Et puis, on travaille avec ma femme qui est instite sur un projet d'école. On réfléchit à pouvoir transmettre des valeurs liées à tout ce travail-là. L'aspect du lien à notre environnement, du lien à notre sol et quelque part de nos racines. Et ce qui nous nourrit, nous construit, vient quand même beaucoup du sol. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là où je vois le lien entre l'éducation et la ferme. C'est quand même des valeurs fortes qui nous semblent essentielles de transmettre aux enfants pour construire des sociétés plus durables, plus stables, un petit peu plus positives. Et donc ça se ferait dans le bâtiment derrière. Il y a le moulin pour l'instant. Et ça permettrait de faire de l'accueil pédagogique différemment, donc aussi avec la découverte de l'environnement de la ferme, de différentes choses. Donc à mon avis, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et voilà, encore un nouvel atelier. Et toutes les bonnes activités aujourd'hui sont les bienvenues sur la ferme. Moi, mes parents ne m'ont pas imposé de reprendre la ferme. Inconsciemment, eux aussi, ils étaient sans doute contents que leur enfant reprenne. L'idée du projet, c'est de maintenir l'ensemble et puis de trouver des gens qui vont intégrer cette sensibilité de la famille, comprendre pourquoi les choses se construisent comme ça pour se l'approprier et qu'on puisse soit le céder complètement, en partie, mais toujours avec ce petit modèle de SCI qui est une espèce de quelque chose qui permet de maintenir une continuité. En idéal, ce serait que mes enfants se sentent complètement libres. Et après, le modèle que je peux construire, ça peut leur donner la possibilité de garder un petit pied dans ce matériel de leur enfance, tout en partant à l'autre bout du monde faire autre chose, puis à un moment de leur vie, revenir, mais choisir quoi. De faire une transmission vers quelque chose qui donne du sens au passé quoi. Il n'y a pas des choses, on est vivant, on est mort, paf, tout s'arrête. Non, c'est quelque chose de doux qui se prolonge, mais qui n'oblige pas. Quoi. Ces 20 années ont souvent été difficiles, on a croisé pas mal de difficultés, en même temps c'est des expériences qui sont très très riches, et je trouve que les conclusions auxquelles j'arrive aujourd'hui sont vraiment très positives. Quoi. Pour d'autres jeunes, je vais essayer de partager, parce que c'est un modèle qui peut vraiment proposer à plein de formes d'agriculture, voire même plein de formes de modèle économique et qui est assez épanouissante. Ça réconcilie un peu le libéralisme et le communisme, l'épanouissement de l'individu, c'est le respect de la différence, c'est pas tous pareil. Je me sens bien avec la nature, je me sens assez proche d'arriver à une vraie relation d'équilibre et je trouve que la place de l'homme tout d'un coup aussi dans cet équilibre-là, elle devient saine et sereine. Quoi. Ce que je retiens de mon expérience, plus on peut avoir des unités le plus petit possible et le plus diversifié possible, ça donne de la stabilité à un modèle. Plein de petites unités, s'il y en a une qui déconne,
les autres sont là, soit pour l'aider, soit s'il disparaît, tout le modèle ne s'écroule pas. C'est vrai que le modèle cellulaire, je le prends souvent en exemple, parce que toutes les cellules de notre corps, une des choses qu'elles savent très très bien faire, c'est communiquer entre elles, et c'est faire circuler les flux et l'information. Tous nos modèles, qu'ils soient agricoles ou qu'ils soient industriels, ou économique. On a tout passé par la massification. Une grosse cellule dans le corps humain, c'est souvent une cellule cancéreuse, et la cellule cancéreuse, elle prédispose à un avenir assez peu radieux. Et puis si cette méga cellule, elle a un problème, elle s'écroule, tout le monde meurt. Ou alors si elle se met à dériver dans des sens qu'on ne contrôle plus, on pourrait parler des GAFA qui, on n'arrive plus à leur faire payer les impôts, ils sont tellement grands que les États n'y arrivent plus. Ça tue le système libéral qu'ils les ont créés, quoi. Et on est pareil en agriculture. Par contre, créer un réseau de petites unités, c'est plus compliqué de faire circuler l'information quand on est très nombreux. Donc il faut aller dans de la finesse, il faut aller dans de la complexité. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'énergie du numérique dans des modèles de circulation d'informations qui soient au service de l'être humain? Comment est-ce qu'on fait circuler pour l'intérêt de l'homme et pas pour son asservissement? J'ai pas du tout de doute que c'est complètement le système qu'il nous faut pour l'avenir. Donc ça déconstruit tous les modèles d'agro-industrie, mais même ça marche aussi pour le modèle économique, ça marche aussi pour le modèle politique. Aujourd'hui, un parti pour exister, il faut qu'il soit le plus puissant possible. En fait, je pense que la démocratie elle serait vraie le jour où le pouvoir il descend de façon la plus massivement possible à chaque individu. Pour que ces systèmes-là fonctionnent, on a besoin que les flux circulent et on a aussi besoin d'une chose essentielle, on a besoin de coopération, et de coopération, ça implique de la confiance. Tous les modèles qu'on a sont des modèles compétitifs dans lesquels c'est le plus fort qui réussit. Quand on est dans la compétitivité, on n'est pas dans la coopération. Quand on est dans la force, on n'est pas dans la confiance. Donc soit on continue dans des modèles qui sont classiques, qu'on construit l'humanité depuis des siècles et des millénaires, et puis une fois de temps en temps on se fait une petite guerre pour tuer la moitié de la population, et puis on repart, ce qui est un modèle classique et ce qui est un modèle plutôt prévisible, mais là on est quand même dans un moment de l'humanité où sans doute la prochaine phase critique pourrait être quand même largement critique pour tout le monde, et je pense qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui quelque part ressent ça et n'a pas envie de se projeter dans des choses assez négatives. Moi, je suis quelqu'un de positif et d'optimiste, donc j'ai des enfants, donc j'espère qu'on saura retrouver les ressources. Du chaos jaillit la lumière, c'est pas ça, non? Il y a quand même une partie de la jeunesse qui veut aller à la bagarre, quoi. Quand tu as un problème, une difficulté, contourne le problème, ne perds pas ton énergie. Il faut construire à côté, quoi. C'est là où on est le plus fort, parce qu'on est nombreux, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience que ça va pas. Il faut fédérer pour changer les choses. Mettons notre énergie à proposer les modèles et à les mettre en place. Avec Unix, le poney s'appelle Unix.